Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, Bienvenue, merci d'être présent pour cette heure à parler d'impact, de transition, de RSE avec nous. Je m'appelle François, je m'occupe de communication chez Fairly et j'aurai le plaisir d'inviter à parler avec nous aujourd'hui Marion Bayol, qui doit être par là, si tu veux te signaler Marion, et Fabrice Écoiffier. Donc Marion Bayol, elle est responsable communication de l'Espace Julien, salle de musique actuelle à Marseille, et Fabrice Écoiffier est directeur de IDS. Voilà, et puis vous apercevrez très vite aussi Laurie Gallo, ma collègue qui dirige le commercial chez nous, et Maxime Faget qui a fondé Fairly. On va commencer tout de suite les petites précautions d'usage, micro coupé, et puis vous avez le chat que vous pouvez vous ouvrir. Si vous avez la moindre question, on est censé avoir du temps pour y répondre à la fin. On va essayer de respecter les timings. Merci en tout cas encore de vous rendre présent. On va se présenter d'abord. Et pour ça, je peux passer le micro à Laurie pour vous dire un peu qui nous sommes. Et peut-être que ça fera un peu redite pour certains, mais comme vous êtes quand même très nombreux à a priori ne pas trop nous connaître, on commence par les présentations. Laurie, quand tu veux. Hello à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Top. Merci, merci à toutes et à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour cette présentation de Fairly. Donc rapidement, Fairly, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de l'ESS qui a été créée en 2021. Donc entreprise de l'économie sociale et solidaire, via laquelle on développe différents outils engagés et transparents. Donc historiquement, on a deux activités. On a une activité qui est liée à une solution de paiement et un outil de gestion transparent pour les organisateurs d'événements, donc qui s'appelle Fairly Event et qui existe depuis plusieurs années. Et on a donc de plus récemment développé Fairly Score, la plateforme de diagnostic d'impact RSE dont on va vous parler aujourd'hui plus en détail, et spécifiquement le mode salle. Pour juste le petit contexte économique, pour ceux qui se demanderaient, ont des petites explications sur comment est financé le projet. Donc, c'est un projet à financement et modèle économique mixte. On a à la fois des subventions et des aides non remboursables qui nous ont permis d'amorcer l'activité et de développer Fairly Score. Donc, c'est un soutien du CNM notamment, de la BPI. Et on a aussi été lauréat de Alternative Verte France 2030. Ensuite, on a des investissements et des prêts, notamment d'un fonds d'investissement qui s'appelle Invest ESS PACA. Ensuite, on a du coup des revenus qui sont associés à la commercialisation de Fairly Score et de Fairly Event. Et l'idée, c'est voilà, que ces revenus nous permettent, à partir de 2027, de maintenir et d'améliorer continuellement les solutions qu'on propose et de continuer à développer Fairly Score dans le bon sens et vous proposer des updates régulières. Aujourd'hui, Fairly, c'est une équipe de 5 salariés directs, donc qui sont répartis entre Paris, Marseille, la Bretagne et Strasbourg. Donc, on couvre à chaque fois aussi les fonctions donc, de direction générale. Il y a un pôle commercial de deux personnes et on a 2 personnes au développement technique qui sont en interne. Pour le reste, on bosse avec des personnes en freelance et Fairly est aussi membre de la coopérative externe, donc Grand Bonheur pour ceux qui connaissent. Et à ce titre, on bénéficie d'un système de partage de compétences coopératives et qui nous permet d'avoir un soutien sur des missions support, sur donc, la communication avec François, l'administratif, la finance et les RH. Merci beaucoup. Maintenant qu'on se connaît un peu, enfin, ou plutôt que vous avez un peu plus d'infos sur nous, on se proposait de vous en demander sur vous, alors qui sont très axés RSE, on a vu qu'il y avait beaucoup, évidemment, sans surprise, de lieux de diffusion.
quelques opérateurs culturels plus largement que spécifiquement salles, des collectivités et puis des réseaux et fédérations, en tout cas d'inscrits et a priori derrière l'écran. Donc je vous glisse dans le chat actuellement, là, en ce moment même, un lien pour accéder à un mini questionnaire. Ça va aller très très vite, rassurez-vous. Et deux questions qui nous intéressent particulièrement, qui sont vos propres connaissances estimées, hein, on s'emballe pas, concernant les impacts RSE des lieux de diffusion et lieux de concert. C'est toujours très intéressant parce qu'on commence à avoir pas mal d'interlocuteurs différents dans toute la filière et de savoir qu'il y a des interlocuteurs qui viennent nous trouver et qui ont des connaissances très très variables. Et puis ça nous permettra aussi d'adapter notre discours sur de prochains webinaires éventuellement et de savoir dans quelle mesure vous avez des référents RSE qui sont désignés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à répondre à ces deux questions. Et puis on y reviendra un tout petit peu plus tard avec deux autres questions un peu plus techniques. Tout ça étant anonyme jusqu'à preuve du contraire, donc c'est vraiment à des fins de connaître un peu plus nos interlocuteurs. Vous pouvez scanner le QR code, mais bon, j'imagine que c'est plus pratique de cliquer dans le chat. On peut enchaîner. Voilà. Hop. Et à ce moment-là, l'idée, c'est de faire comme on vous l'évoquait dans cette invitation, un petit état des lieux. Bon, évidemment, on a 1 heure pour tout vous raconter, donc on va faire léger. Et puis là-dessus, vous en savez certainement déjà pour certaines et certains. Donc, Maxime, je t'en prie pour le contexte, les moyens et les ressources. Ouais, merci. Alors je vais oui, passer assez brièvement dessus, mais donc rappeler un point qui s'impose un peu à nous tous dernièrement, ou deux plutôt. Le premier, c'est que la RSE, la RSO a pris presque mondialement un petit coup derrière la tête dernièrement, et au niveau européen, au niveau international. Voilà, on est dans un contexte un peu compliqué pour ces enjeux-là. En plus de ça, on est dans un contexte économique compliqué pour les acteurs de la filière culturelle, avec notamment les grandes coupes budgétaires qui ont eu lieu, l'arrêt de voilà, diminution, voire l'arrêt des aides, ce qui fait qu'on se retrouve souvent dans un contexte où chaque euro compte. On est voilà, ça fait revoir un petit peu les priorités. Et en fait, dans ce genre de contexte et de situation, en général, la RSE a tendance à passer un peu derrière, ce qu'on comprend. Néanmoins, on pense que avec des outils ou des services proposés en fait qui sont intelligents et qui s'adaptent à la situation et qui ne rajoutent pas de la charge de travail, voilà, il est possible en fait de garder la RSE, on va dire, dans son cahier des charges sans voilà, sacrifier tous ses week-ends, son temps, toutes ses ressources, etc. Il y a d'autres choses aussi qui nous permettent d'être un petit peu optimistes, au moins en France. Déjà, c'est que les pouvoirs publics ou les institutions référentes dans notre secteur restent assez mobilisées et assez volontaires. Donc, on pense par exemple au CNM qui a proposé dernièrement sa réforme des aides, même si voilà, c'est quelque chose de progressif. On peut d'ailleurs en faire un tout petit tour dessus après. Mais en gros, les ministères, le CNM, les régions, les collectivités et les différents interlocuteurs qu'on peut avoir demandent de plus en plus aux opérateurs culturels de montrer en fait, leur engagement sur ces questions-là et essayer de l'encourager, notamment par la forme de majoration dans certains cas d'aide attribuée. En tout cas, c'est les critères qui rentrent de plus en plus dans l'appréciation des demandes d'aide. Donc là, on vous a fait un tout petit tableau avec les critères d'appréciation dans l'attribution des aides du CNM au festival. Et donc, voilà, il y a des questions économiques et sociales, des questions environnementales de diverses natures. Et alors, ce que vous voyez ici, c'est juste en gros ce qu'on couvre avec Fairly comme topic, mais ça, on y reviendra juste après. On est aussi dans un contexte où, donc voilà, malgré les difficultés, on n'a jamais vu autant de projets dédiés à la RSE dans notre secteur, sous différentes formes. C'est des formations, c'est des études, des projets de grande, petite ampleur, donc voilà, qui ne sont pas tout nouveaux pour certains, mais alors là, il y a une espèce
de monter en puissance à ce niveau-là. Pour en citer quelques-uns, le projet Matrice porté par Ecosène dernièrement, le projet Déclic porté par la Fedelima et le SMA, des études comme Better Live, Landscape, voilà, qui produisent à la fois de la donnée qui est essentielle pour qu'on analyse mieux nos impacts, qu'on les comprenne mieux et qu'on gère mieux nos impacts, qui ensuite propose aussi voilà, des moyens d'action. On a aussi de plus en plus de labels à différents niveaux qui sont souvent complémentaires. Et voilà, on parlera un petit peu plus des labels tout à l'heure. Euh, voilà, donc en gros, s'ajoute à tout ça une dernière chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, la RSE, enfin, en tout cas la soutenabilité, on va dire, de nos modèles de production culturelle, a aussi un autre objectif, c'est d'augmenter la résilience de nos modèles, c'est de continuer à faire nos métiers dans les années à venir. Et voilà, c'est pas uniquement un coût, mais aussi un pari pour la suite. Euh, et enfin, c'est aussi des sujets qui parlent de plus en plus au public, des festivals, des salles de concert, des artistes, comme en témoignent plusieurs études, dont une qui avait été commandée par BMA Impact, donc il y a 1 an et demi maintenant, qui avait été menée par Bonafide, qui montrait que plus de 80% des spectateurs, spectatrices de concerts réguliers, donc qui y vont au moins 2 fois par an, plus de 80% étaient favorables à ce que les structures culturelles, en fait, et la proposition culturelle soient basées sur les vrais engagements RSE derrière. Plus de 70% étaient intéressés par le fait d'en savoir plus sur ces questions-là, donc d'avoir accès à l'information sur ces engagements. Et plus de 50% déclaraient que ce type d'information, en fait, pouvait même influencer les choix de sorties culturelles qui seraient faits, un peu à la manière de ce qu'on a vu dans bah, voilà, l'alimentation, le textile ou d'autres industries derrière. Donc, il faut croire à l'intérêt, on va dire, de passer du temps ou d'investir dans la RSE, la RSO, dans un contexte un peu chahuté, mais voilà, il ne faut pas arrêter pour autant d'aller dans ce sens-là. Je vais passer la main à Laurie, Oups. Si tu veux, parce qu'on va rentrer dans euh, Ouais. une présentation plus concrète de faire l'histoire. Merci beaucoup. Bah, du coup, en transition à la suite de cette étude qui a été faite, la manière dont Fairly s'est organisé, c'est qu'on a monté un comité stratégique et on a développé du coup au contact le plus proche de la filière du spectacle vivant et de l'événementiel notre outil Fairly Score. Et donc dans ce comité de pilotage stratégique, il y avait des experts, des représentants des deux syndicats, donc le SMA et COSEN et des représentants de chaque domaine, festival, salle. Et donc notre score Fairly, juste pour rappel, donc Fairly c'est un calculateur et un outil de diagnostic d'impact RSE. Il est composé de 3 piliers, donc on a une note CO2, une note environnementale et une note économique et sociale. Et pour établir ces notes, du coup, au-delà du travail qu'on a fait avec ce comité stratégique, on se base aussi sur tout un tas de référentiels qui existent déjà. Donc pour la partie CO2, ça va être les coefficients et les facteurs d'émission issus de l'ADEME qui nous permettent de transformer les activités en émissions CO2. Donc ça fait vraiment ce travail de calculateur d'émissions carbone intégré. Ensuite, pour la note environnementale, on s'est basé sur tout un tas de labels existants, de travaux, notamment du REV, de Élémentaire, d'Arviva. On va regarder aussi les chartes d'engagement du ministère de la Culture et des Sports. Et pour la note économique et sociale, même chose, on se base sur des référentiels qui existent. Donc, par exemple, l'index d'égalité hommes-femmes du ministère du Travail, évidemment les travaux du CNM. Et pour des sujets, on va dire, un peu plus spécifiques, on essaye de se rapprocher au maximum d'associations qui font des travaux sur des sujets comme l'accessibilité, comme la gestion des VHSS, etc. Et donc, c'est l'ensemble de ces référentiels qui nous ont permis d'établir notre matrice et donc de construire le Fairly Score avec ces 3 piliers. Euh, pour la suite, Fairly Score, donc c'est un outil qu'on a essayé de penser le plus facile d'usage possible pour les utilisateurs et utilisatrices. Donc on sait que ce qui prend du temps dans une démarche RSE,
c'est la collecte de données. Donc, c'est pour ça qu'on multiplie les méthodes de collecte de données. On a à la fois des questionnaires thématiques, donc qui s'adaptent aussi à l'environnement de votre événement ou de votre salle. On a un mode collaboratif qui permet de partager des micro-formulaires à ses partenaires. Et et on va vous parler de EADS tout à l'heure, des API avec des logiciels métiers qu'on est en train de mettre en place. Donc ensuite, au-delà de la collecte de données, on peut faire une note et on a aussi mis en place pas mal d'outils, de ressources, un accompagnement aussi auprès de vous pour vous aider dans la prise de décision et vous aider à mettre en place une feuille de route et des actions. Par ailleurs, on a pensé faire l'e-score, on a voulu que ce soit au plus proche des différentes logiques métiers. Donc c'est pour ça qu'on développe trois interfaces. On a évidemment l'interface festival qui est sortie au mois de décembre, l'interface plutôt à destination des salles de concert qui a une logique un petit peu différente, mais Maxime va vous présenter ça de manière très concrète en vous faisant la démo tout à l'heure. Et on travaille aussi sur un mode tournée qui arrivera plutôt à l'automne. Et une fois qu'on a ce score, l'idée, c'est aussi de pouvoir le communiquer auprès de ses publics. On offre la possibilité de le faire via ce petit widget qui est dynamique. Et voilà, si on clique dessus, donc si on prend par l'exemple du festival avec le temps, une fois que le score est calculé, on offre la possibilité de l'afficher et l'ajouter dans ses différentes communications, newsletters, etc., ou directement sur son site web, ce qui permet aussi d'engager ses publics dans ses démarches et ses impacts. Je vais repasser la main à Maxime qui va vous en dire plus un peu sur la manière dont on calcule le score. Alors, si je peux juste glisser entre-temps que les ressources que vous a décrites Maxime tout à l'heure, on les a toutes listées. Et en fait, vous y avez sans doute peut-être déjà eu accès. C'est c'est ce qu'on vous montre actuellement. Mais disons, quand on se log à faire l'e-score, il y a tout un panel de ressources. On a essayé d'agréger, tout comme le principe de Fairly est un grand agrégateur de données. On n'a pas inventé de données, on a fait en sorte de les rassembler toutes à un même endroit pour essayer de normaliser ça. Si vous voulez accéder à ces ressources, vous n'avez qu'à vous loguer là. Alors, je vous mets là aussi le lien dans le chat. Et en passant, merci à la vingtaine de répondants du formulaire. Voilà, donc vous pouvez vous y connecter maintenant et vous verrez, vous pourrez cliquer partout et commencer comme on vous semblera à utiliser l'interface et l'outil. Et Maxime, je te laisse bien montrer sous le capot. Oui, merci. Oui, donc sur cette page ressources, donc je prolonge juste ce que disait François là maintenant. Donc vous avez des ressources externes sur tous les grands sujets euh, sur lesquels porte Fairly Score, donc voilà, qu'ils soient économiques et sociaux ou environnementaux, et à chaque fois des renvois vers donc, les travaux d'associations, de groupes, des chartes qui sont référencées. Vous allez aussi avoir dans cette page ressources alors, des aides à la navigation pour notre outil, des FAQ générales sur les parties RSE, donc qui résument voilà, plusieurs objets ou enjeux à mettre en place sur son festival ou son événement. Et vous allez avoir aussi donc, la partie matrice de Fairly Score. Donc, en gros, on rend disponible ici les logiques qui sous-tendent, en fait, enfin, les pondérations derrière les fameuses notes auxquelles Fairly Score permet d'aboutir. Donc, si vous allez là-dessus, tout est en open source. On va bientôt mettre à disposition celle pour les lieux, voilà, qui est en train d'être mise en page maintenant, mais vous avez déjà celle des événements, soit des festivals, qui est disponible ici, avec des explications sur voilà, le fonctionnement des notes, des points de vue sur les différentes questions qui sont posées, les pondérations de chaque question dans un score total, etc. Je reviens un peu sur l'outil. Hop, j'enlève ça. Et si vous êtes dans l'outil lui-même, vous avez accès à toute cette page-là en cliquant sur Mes ressources en bas. Donc un petit point juste sur
enfin, un petit passage en revue en fait, de Fairly Score, l'outil même. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est la partie mes saisons. Mes événements, c'est pour les festivals. Mes tournées, ce sera voilà, pour les producteurs tourneurs. Et mes saisons, donc, plutôt pour la gestion d'un lieu. Donc je vais rentrer dans celui-ci et vous montrer un peu directement. Donc on a le but de faire des scores, ou plutôt l'aboutissement à chaque fois, c'est cette espèce de grand bandeau qu'on a en haut là, avec un score à trois bandes, une partie économique et sociale, une grande partie environnementale et une sous-partie en fait de l'environnemental qu'on a extrait et qu'on met à côté parce que c'est un indicateur intéressant pour nous, euh, qui est toute la partie CO2. Puisqu'en fait, on a un calculateur d'émissions CO2 intégré dans le logiciel. Mais la partie CO2, en fait, fait partie aussi de la grande note environnementale par la suite. Donc, on a, pour arriver à ces trois notes et à ce résultat final, on a plusieurs moyens. Alors, dans le cadre de la gestion de salle, on va remplir en fait deux temporalités. Une partie sur la gestion de notre structure, donc qui ne dépend pas du nombre de dates qu'on va nécessairement faire dans l'année. C'est des questions sur les mesures mises en place, la gestion de notre équipe, l'accessibilité de notre lieu, voilà, les questions sur notre scénographie fixe, par exemple. Et la partie gestion date, elle est beaucoup plus précise ou évolutive, puisqu'en fait, elle s'applique ou elle s'adapte à votre gestion de salle. Mais je commence par celle-ci un petit peu pour vous montrer le principe. Donc, dans la gestion structure, je retrouve mes trois grands indicateurs, donc la partie CO2, la partie environnementale, économique et sociale. Donc, le principe, c'est que vous allez, enfin, faire des scores va vous aider à récolter la donnée qui permet d'arriver à ces scores. Vous avez trois manières de le faire. Donc, soit vous allez renseigner vous-même des données. Donc, par exemple, là, je vais aller dans la partie CO2. Hop, je peux ouvrir à côté, ici, des réponses collectées concernant la mobilité de mes équipes. Donc, on va regarder ici. Je suis sur là, donc la mobilité à l'année, quand on a le nombre de jours de présence, le nombre de personnes concernées par ce type de transport. Vous voyez que j'ai pu mettre, donc j'ai pu annoter mes différentes réponses. Donc ça, c'est très important pour rendre l'outil un peu collaboratif intra-équipe. Je vous montre comment ça marche. En gros, voilà, j'ai tagué, en l'occurrence, une personne de mon équipe que j'ai appelée Louis ici. Je peux mettre une petite sous-note pour dire, poser des questions ou annoter pour que la personne, en fait, voilà, voit déjà où est-ce qu'elle est taguée et ensuite puisse me répondre, etc. et répondre ensuite aux questions. Donc, ça va être la même chose pour voilà, la restauration. Donc, j'ai plusieurs grandes rubriques comme ça. Il faut savoir que dans certains cas, les questions peuvent devenir un peu techniques et surtout dans notre équipe interne, on n'a pas forcément la personne qui est en mesure d'y répondre. Je vais vous prendre un exemple. On va aller dans la partie gestion de site. Donc là, vous voyez, j'ai voilà, d'autres questions qui ont été posées sur la scénographie. J'ai une personne qui est, Julie en l'occurrence, qui est responsable de ça. Là, je suis sur les questions de location de matériel. Et mettons que je sèche et mes collègues aussi sur les questions d'énergie. Donc voilà, je ne sais pas combien consomme notre bâtiment à l'année. Je peux envoyer cette question à une personne extérieure. Et donc, je vais utiliser le mode d'attribution de questionnaire. Donc là, je vais mettre moi dessus, ou alors ça pourrait être gestionnaire, voilà, gestionnaire chapiteau, disons, en l'occurrence pour une salle, gestionnaire bâtiment, on va dire. Hop, mettre une adresse mail donc, de la personne, là je vais mettre la mienne en l'occurrence, et envoyer soit toutes les questions de la partie site, soit une sélection ou une question précise. Donc là, en l'occurrence, je vais envoyer que la partie énergie. Hop, voilà, qui est envoyé à mon gestionnaire de bâtiment, et j'ai une modale de gestion de tous mes formulaires partagés, avec plusieurs informations dessus. La catégorie que j'ai envoyée, le nom de la personne, le libellé, la progression. Donc là, je vois qu'il n'y a pas eu de réponse de la personne encore, et donc il n'y a pas d'impact intégré pour l'instant. Donc la personne reçoit en fait directement un mail avec un lien de connexion et peut suivre ce chemin-là, donc c'est le même que celui-ci. Hop, démarre le questionnaire avec juste les deux questions qui le concernent et va pouvoir répondre. Donc là, par exemple, on va mettre conso, voilà, bon, voilà, c'était préenregistré très bien. Conso annuel de bureau et je ne sais pas, 150 kilowattheures d'électricité. Voilà, dire qu'il n'y a pas de groupe électrogène, très bien. Valider son questionnaire. Et moi, en tant qu'organisateur, donc, comme vous vous en doutez, en fait, je vais juste faire un refresh.
Je retourne plus tard dans mes gestions de parties prenantes, donc de mes formulaires partagés. Donc j'ai pour le site, pour l'équipe, public. Et dans le site, je vois mon gestionnaire bâtiment, voilà, il a répondu à 100%. Je vois qu'il y a un impact sur mes émissions là. Je vais vous montrer la différence. Donc en gros, sur mon énergie, là, j'avais aucune donnée. Et quand je vais valider, voilà, je vais faire là. Je vais pouvoir valider ça, le faire rentrer en fait dans mon bilan au bon endroit. Et en l'occurrence, c'est la personne qui avait la bonne donnée qui a répondu à la question sur l'énergie de mon bâtiment. Donc voilà globalement pour la partie CO2, les parties environnementales et économiques et sociales. Donc là, on est plutôt sur du questionnaire thématique. Et en fait, on traduit vos réponses en des notes. Donc comment est-ce qu'on fait? Encore une fois, je vous renvoie vers la page de ressources qui référence tout ça. Mais pour vous montrer un petit peu, donc en fait, on a des questionnaires dynamiques qui vont s'adapter à nos réponses. Donc là, par exemple, je dis que j'ai pas de restauration au public. Si je peux aussi dire la même chose pour, voilà, j'ai pas de, peut-être pas de repas pour mes équipes, mes artistes, ça enlève ces points de mon comptage. Si je dis que j'ai des repas pour mes équipes artistes, alors on me pose les bonnes questions. Ça va être des pourcentages de labellisation, ça va être des mesures mises en place, ça va concerner mon public, ma resto, voilà, ma communication, la gestion de mes ressources, donc voilà, ma consommation en eau, en énergie, ramener au nombre de personnes, etc. Petit point juste sur la partie économique et sociale, donc c'est une des particularités quand même de faire des scores. On a donc des questions sur la parité dans l'équipe, les écarts de salaire. On a des questions sur les modèles de gouvernance, des questions sur l'accessibilité du lieu, le choix des partenaires. Donc voilà, on a vraiment un éventail assez large de questions qu'on aborde. Euh, voilà, donc pour la partie gestion structure, c'est assez linéaire en fait comme remplissage. On le fait une fois bien au début dans l'année, puis on met à jour s'il y a besoin plus tard. Mais globalement, c'est pas censé trop bouger par la suite. Donc je vais aller plutôt sur la partie dynamique qui là correspond vraiment à votre activité. Donc là, je suis dans mon modèle de programmation. J'ai dit que j'avais une saison qui allait de août 2024, il me semble, à juillet 2025. Euh, et je vais rentrer voilà, dans une vue qui va me permettre d'expliciter un peu mon propos. Vous avez plusieurs manières, en fait, de créer des dates et de rentrer de la donnée à ce niveau-là. On va regarder vos données d'impact mensuel, mais aussi des données qui vont concerner des dates. Voilà, d'où viennent les artistes, quelle est la parité dans mes équipes techniques, mes équipes artistiques, est-ce qu'il y avait du fret sur cette date, etc. Vous pouvez faire ça par date ou vous pouvez faire ça d'une manière plus large. Donc là, je vous ai pris un premier exemple où j'ai rassemblé toutes mes infos du mois de février dans un sous-projet que j'ai appelé toute date février. Donc si je clique dedans, je regarde, j'ai des réponses voilà, qui sont déjà collectées, j'ai déjà renseigné. Voilà, j'ai fait une petite programmation avec des groupes qui sont venus jouer chez moi ce mois-ci. J'ai affilié la bonne personne, donc là, Margot, en l'occurrence, qui est chargée de la prod et de l'avenue de ces différents artistes. Des questions sur leur repas, des questions sur voilà, qu'est-ce qu'ils ont bu, où est-ce qu'ils ont dormi, etc. Et des questions sur la parité équipe artistique et équipe technique, encore une fois. Donc là, j'ai agrégé un peu toutes mes réponses. Je vois au total sur ce mois-ci, j'avais voilà, 4 femmes sur scène, 9 hommes et une personne avec une autre identité de genre qui était dans mon équipe artistique. Même chose sur mon équipe opérationnelle ponctuelle et tout ça, toutes ces réponses en fait s'agrègent à la fois en des résultats en CO2 sur mon activité du mois de février. Je vois que j'ai 46 personnes qui ont joué et c'est réparti de cette manière-là. Et ça va me créer une note sur la parité de ma programmation et de mon équipe technique sur l'année par la suite qu'on va retrouver dans le grand résumé plus tard. Tout ça, c'est donc une option où en fait j'ai fait un seul format et j'ai géré très simplement. Ensuite, il y a d'autres possibilités de subtilité, et notamment celle de gérer différents types d'utilisation de votre lieu et de votre salle. En fait, vous allez configurer dans votre espace qui se situe là différents formats d'utilisation de votre salle ou de votre lieu. Donc là, par exemple, c'est moi qui ai créé ceci. Petite configuration, grande configuration, euh, concert plus club, etc. Et en fait, pour chacune de ces configs, j'ai des données différentes qui vont s'appliquer et qui vont se recroiser à chaque fois que je dis que j'ai eu une date, par exemple, grande configuration, concert de. Et donc, ça veut dire que j'ai voilà, des espèces d'émissions associées.
Donc, comment est-ce que ça se passe ensuite? Bah, quand je vais ajouter des dates, j'ai trois moyens. Soit je les ajoute manuellement si je veux juste faire par exemple toute date février comme je venais de faire maintenant. Soit je peux rentrer le nom de ma date, de mon événement, mettre sa date ici, choisir quel type de configuration c'était, et ensuite quand je vais valider, ça va me créer cette date. Ce que je peux aussi faire, pour aller beaucoup plus vite, parce que sinon ça prend du temps, c'est deux autres options. Je peux importer un fichier CSV, donc on a un modèle que vous pouvez télécharger, et quand je vais importer celui-ci, hop, voilà, j'ai déjà rempli là en l'occurrence, donc c'est un CSV, donc comme un Excel tout simple, avec date, nom du concert. Voilà, là je les ai importées, j'ai 7 dates qui sont créées, donc elles sont déjà préécrites. Voilà, donc là c'est que j'ai, par exemple, si je veux que mes dates sur avril, on va dire de cet import, voilà, je peux enlever mes dates de mars, tac. Je peux dire, bah là, en fait, non, ce concert-là, c'était concert plus club, celui-ci, ces deux-là, c'était bien comme ça, etc. Et donc, quand je vais valider, ça va me créer les bonnes dates. Et comme vous voyez, ça va associer déjà à chaque date un taux d'émission qui est lié à la configuration choisie pour ça. Et bien sûr, je pourrais changer les infos dessus, par exemple, donc dire, bah, en fait, sur cette date-là, c'était pas 1000 personnes, mais finalement, après les pointages, c'était 800, etc. Et ça, c'est des infos notamment qu'on ira chercher chez Hills, et je vais d'ailleurs arriver sur Hills tout de suite. Donc, encore plus simple, on va dire, parce qu'il n'y a pas de configuration d'un Excel à faire avant, on va pouvoir connecter directement ces outils tiers et externes à faire les scores. Donc, le premier de la liste et le premier pont API qu'on vient de créer, c'est avec Hills. Donc, comment ça marche, je vous montre rapidement. Donc là, j'ai ouvert Hills ici. J'ai un espace qui a été créé pour Fairly. Donc, si vous avez Hills, vous connaissez probablement cette interface-là. J'ai ma programmation là sur 2025. Et je vois, voilà, j'ai plusieurs dates en mars ici que je souhaiterais importer avec leur nom et avec les informations qui vont avec dans Fairly Score pour faire le calcul de leur impact. Donc, dès maintenant, ce que je peux faire, c'est dans Fairly Score, cliquer sur Importer par API Hills. Et là, on me demande donc un nom d'utilisateur et un mot de passe, plus une sélection temporelle. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre que mars pour que ce soit plus clair. Hop, hop, tadam, hop. Et donc le mot de passe et le nom d'utilisateur, en fait, je les retrouve donc dans Hills. Je vous fais très rapidement la démo de où ça se trouve. Donc dans communication et dans mes API. En fait, Hills propose donc plusieurs services API, plusieurs connexions externes, et notamment, voilà. Et en fait, vous donne des identifiants à transmettre pour chaque API que vous allez faire par la suite. Donc là, en l'occurrence, j'ai copié Fairly et mon password ici, et que je ne devrais pas montrer à l'écran, et c'est pas grave. Et donc là, j'ai tout qui est enregistré ici. Je te vois rigoler, Fabrice, oui, erreur de débutant. Alors, c'est pas grave. J'importe On va te le ici. changer, hein. Voilà, merci. Et j'ai importé donc toutes mes dates de mars uniquement, avec le bon nom. Pour l'instant, il n'y a pas encore la connexion qui est faite sur les configurations que vous avez faites dans Hills, mais c'est une chose qu'on va faire par la suite. Mais au pire, vous pouvez voilà, changer si vous voulez ici. Vous pouvez aussi renommer comme vous le souhaitez chaque concert si besoin, pour annoter par exemple. Vous pouvez toujours ajouter des dates inter si jamais il y a besoin. Et en fait, quand vous validez, hop, vous avez votre prog qui se met comme ça. Encore une fois, il y a différents niveaux d'utilisation possibles et de précision. Donc, vous pouvez très bien commencer avec une gestion plus globale qui vous fait rentrer d'un coup toutes vos données sur un mois. Le résultat ne changera pas beaucoup, puisqu'en fait, vous allez rentrer les mêmes données, donc d'où viennent les gens, le fret, qu'est-ce qu'on a mangé, etc. Simplement, cette approche-là, qui vous voyez prend pas trop de temps pour faire l'import, va vous permettre à terme de distinguer dans votre programmation les temps forts et faibles en termes d'émissions et d'impact. Euh, voilà, là où il y a éventuellement des bas blesses éventuellement, etc. Ça vous permettra aussi par la suite, et on en parlera après, de partager des informations sur une date avec des partenaires externes. Donc, par exemple, des tourneurs ou des artistes
qui viennent jouer chez vous et qui ont envie de savoir l'impact de votre salle sur cette soirée-là pour l'inclure dans leur bilan d'impact à eux. Voilà, donc je conclus sur ça. En gros, ça m'a changé, donc probablement, voilà, vous voyez que c'est pas le même résultat qu'avant, parce que j'ai des données aussi au mois que je n'ai pas changé là pour l'instant, sur voilà, le nombre de repas que j'ai vendus ce mois-ci, ma conso d'électricité ce mois-ci, le nombre de déchets produits, etc. Donc comme j'ai pas changé ça, mais que j'ai rajouté plein de monde à ma programmation, ça m'a fait baisser mon score, donc en gros, parce que ma somme d'émissions en kilogrammes équivalent CO2 par personne a baissé et est passé en dessous des seuils, du seuil qui permet d'obtenir la note. Euh, voilà, voilà pour le tour. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, probablement. Bah, combien Mais ça coûte, surtout. voilà, très bien. Mais je laisse peut-être pardon, Laurie en parler, si tu veux bien. Ouais, et puis Euh, après, on se laissera du temps. Juste un petit mot rapide effectivement sur la tarification. Euh, on a pensé une tarification progressive et adaptée à la taille de la structure. Donc, pour les projets festivals, par exemple, on est sur une tarification à l'année. Donc, pour les modes avancés, on démarre à 249 euros par an et par projet. Donc, c'est ce qui correspond au festival de moins de 4000 festivaliers. Et après, en fonction de la jauge, la tarification va augmenter. Mais pour les plus gros événements, donc de plus de 60 000 personnes, on reste en dessous des 1000 euros pour le mode avancé. Pour les salles, la logique est un petit peu différente parce que, comme l'a montré Maxime, l'idée c'est d'avoir vraiment un suivi sur toute la saison. Donc, on a une tarification mensuelle qui démarre à 29 euros par mois pour les plus petites salles. Et pareil, la tarification, elle augmente en fonction de la jauge, donc de la salle, et du nombre de dates qui sont produites par an. Donc là, c'est peut-être un petit peu abstrait, mais pour vous donner un exemple, une salle type SMAC qui aurait une grande salle et une petite salle, donc je sais pas, de 900 et de 300, donc avec une jauge maximum de 1200 personnes, qui produit environ 150 événements par an. Le tarif de la licence annuelle est autour de 1600 euros. Donc ça, c'est la tarification du mode avancé qui comprend tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, à savoir que la partie API, elle, passe dans le côté tarification expert. Mais pour l'instant, on a fait le choix pour l'API qu'on met en place avec IDS actuellement, de la laisser dans la tarification pour l'instant, vous aurez accès, si vous êtes client EADS, à cette option de connexion API pour intégrer les dates automatiquement que Maxime vous a expliqué dans la tarification avancée. Merci Laurie. Marion, es-tu là? Oui, tout à fait. Merci Marion. Tu diriges la com de l'Espace Julien. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur le contexte de cette salle, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, l'Espace Julien, basé à Marseille, est une salle qui existe depuis à peu près une trentaine d'années. Mais l'association La Responsabilité des Rêves, dont je fais partie, a repris le lieu en juillet 2023, ce qui fait que le projet est quand même très jeune. C'est un appel à manifestation d'intérêt de la ville de Marseille qui a été remporté par plusieurs structures culturelles marseillaises, notamment Grand Bonheur, la coopérative dont on a parlé tout à l'heure, et trois autres salles, le Maqueda, le Théâtre de l'Œuvre et la Maissonne, ce qui fait qu'on est dans une logique coopérative de mutualisation, de gouvernance partagée. La spécificité de l'Espace Julien aussi, c'est donc son passé 30 ans d'histoire, mais aussi d'être en plein cœur de Marseille, donc sur le quartier bouillonnant du cours Julien, ce qui nous donne une grosse accessibilité. Euh, on a aussi une salle modulable avec une proximité scène publique très proche. Donc, on peut être en 990 debout, 550 assis. Il y a aussi le Café Julien qui est le bar en période de concert, mais qui peut être une salle de 180 places. On a 150 dates à l'année.
Et on est toujours sur un projet en cours du coup de construction. On a eu pas mal de structuration, stabilisation. Et voilà. Et on avance ensemble sur ces questions de coopération, de questionnement aussi du coup de notre RSE. Enfin, je suis référente du coup en interne sur ces questions-là. Donc voilà, c'est l'avantage aussi d'être dans un projet jeune et nouveau, c'est qu'on peut avancer avec ces questions-là en même temps. Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce diagnostic RSE? Le fait qu'on soit sur un lieu historique avec un bâtiment ancien nous demande quand même d'avoir un peu un besoin d'un état des lieux de notre outil de travail, qui est pas forcément, qui peut être obsolète sur certaines choses, etc. Donc c'était vraiment d'initier des diagnostics sur le lieu. Pareil, le fait qu'il y ait une gestion partagée avec la ville afin de clarifier un peu nos marges d'action sur ces questions-là et sur un peu le futur, qu'est-ce qu'on peut aménager, enfin, qu'est-ce qui est possible. Parce que par exemple, nous, on est, enfin, la ville pour des travaux, etc., c'est elle qui l'initie, on doit faire appel à elle, etc. Enfin, c'est plein de logistique. Euh, il y avait aussi le fait que le secteur culturel est de plus en plus attendu sur les questions RSE, notamment par les financeurs, qu'il y a des cahiers des charges qui vont permettre aussi potentiellement d'avoir des subventions. Il y a enfin, voilà, des cahiers des charges comme le CACT aussi, qui est le cadre d'action et de coopération pour les transformations écologiques par le ministère de la Culture. Enfin, voilà, en tout cas, on sait que c'est une demande de plus en plus des institutionnels de rentrer dans ce cadre-là. On avait besoin aussi en interne de se fixer des objectifs réalistes et mesurables. Et en dernier lieu aussi de rendre visibles ces actions, d'avoir une forme de transparence dans notre communication. Merci beaucoup. Je précise quand même que Marion et à travers elle l'espace Julien font partie de ces structures. On en compte une vingtaine qui sont salles ou festivals et qui nous ont accompagnés depuis 2 ans désormais que le projet est né très concrètement hein, dans son développement, au même titre que des éco-conseillers, les deux syndicats que sont Écosène et le SMA, des partenaires techniques. On va parler à Fabrice notamment bientôt. Et tu évoquais le cacté, ce qu'on n'a pas nous évoqué, mais on est assez fiers et contents de faire partie des outils de référence de diagnostic dans le cacté, au même titre que dans les outils ressources référencés par le CNM, par exemple, et puis d'autres. Mais cela étant évidemment particulièrement important à nos yeux. Sur ce qui fait la communication entre l'interne et l'externe, quand il s'agit de mettre en place un outil pareil, sachant que je précise aussi que et vous avez concrètement la main sur l'outil depuis assez peu de temps, puisqu'en fait, on l'a mis à disposition même des bêta-testeurs depuis quelques petites semaines à peine. Comment tu arrives à naviguer, comment vous arrivez à naviguer en équipe et vis-à-vis d'interlocuteurs peut-être déjà, ou en tout cas à venir? Comment se passe l'utilisation? Bah, du coup, enfin, avoir quelqu'un en référence, c'est important déjà pour après communiquer avec les autres services en interne. Pour ce qui est de la gestion des structures, ça, c'est des données qu'on remplit à l'année. Donc, en fait, après avoir fait quand même un tour avec le directeur technique, la direction, on peut le remplir. Et après, c'est comment tout ce qui est de l'ordre de l'agenda, ça peut se faire automatiquement par les équipes, notamment prod, notamment bar. Donc voilà, il y a cette question de la collecte de données qui doit être forcément attribuée à des services en fonction des questions. Donc ça demande de la sensibilisation, ça demande aussi une appropriation de l'outil par la direction pour un pilotage plus stratégique aussi. Voilà, nous, vu qu'on est quand même une petite équipe, ça se fait assez facilement de récolter des infos et d'être sensibilisé et d'être ensemble. Mais c'est sûr que faire porter sinon la charge à une seule personne, ça peut être un peu lourd et surtout on n'a pas toutes les données d'hébergement, de contrats sur scène, en technique, etc. Donc ça demande quand même à ce que tous les services soient un peu mobilisés sur ces questions. Nous, on utilise déjà Eats et Soticket aussi pour ce qui est de la billetterie, du site internet, etc. Donc c'est vrai qu'on était assez... le fait qu'il y ait des connexions API qui se fassent avec Fairly poussait aussi un peu
notre envie de travailler là-dedans parce que tous nos outils un peu se combinaient ensemble. Et en fait, nous permet, s'il y a une possibilité d'automatisation des collectes, ça nous fera gagner quand même beaucoup, beaucoup de temps sur cette partie-là en interne de collecte de données. Donc c'est vrai que cette liaison est importante, tout comme voir ce que la liaison avec notre billetterie peut donner. Mais en tout cas, ça va dans un sens où on pourra mettre toutes nos infos sur un seul outil et qui soit dispatché sur les autres. Merci. Euh, la question interne, je crois. Yes. Et alors, on va essayer de faire rapide, pardon Marion, mais je vois le temps qui file. Fairly n'oblige en rien à publier son score, mais on comprend que c'est un outil de gestion de sa stratégie RSE, tout autant pour nous, et ça nous semble absolument majeur qu'un outil de communication vis-à-vis de ses publics et de ses parties prenantes. Pour autant, encore une fois, on n'oblige en rien. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs par rapport à ça, le fait de publier et de communiquer sur votre score? Oui, en tout cas, je pense qu'on s'est quand même posé la question, mais ça, à chaque fois à revoir dans le planning qui se déplace. Mais en tout cas, un endroit qui nous paraît sûrement adéquat, c'est que en septembre, on fait l'ouverture de saison de tous les lieux, parce que vu qu'il y a cette gouvernance où on est 4 lieux, on fait pareil dans l'idée de mutualisation de conférences de presse, d'événements collectifs, etc. Donc, ça sera sûrement un moment aussi de présenter un score, ou en tout cas de présenter l'outil plutôt comme un point de départ et pas comme une finalité. Donc, peut-être pas encore comme un outil du tout marketing, mais en tout cas d'analyse d'auto-analyse et aussi de voie d'amélioration, de champ des possibles, ça pourra ouvrir aussi sur nos questions en interne. Et après, dans un deuxième temps, afficher plus clairement notre engagement auprès des publics, auprès des artistes, etc. Mais ça sera déjà sûrement en septembre, enfin début septembre. Super, merci beaucoup pour ton temps. Et Fabrice, si tu es là, la transition Je suis là. est toute faite puisque donc l'espace Julien est client utilisateur Eads. Je vous laisserai revenir sur le questionnaire si vous le voulez bien pour savoir si vous êtes parmi la cinquantaine de répondants ou de participantes, participants clients Eads et aussi si vous êtes, si vous utilisez d'autres outils de ce type, alors au sens très large, hein, puisque toute l'idée de faire l'e-score, c'est de vous faire gagner du temps justement sur ces diagnostics. Et donc, merci à Fabrice et merci à Eads d'avoir planté une belle première pierre de partenariat là, avec cette automatisation, pardon. Est-ce que déjà tu peux nous présenter Eads en quelques mots quand même, s'il te plaît? Quelques mots, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais tenter. Donc oui, ID, c'est l'application en ligne qui est dédiée au métier des organisations d'événements. La plupart de nos clients, c'est des festivals ou des lieux de spectacle. La plupart du temps, on parle de musiques actuelles, même si l'outil est censé marcher pour tous les autres secteurs. En fait, ID s'adresse à l'ensemble des équipes de nos clients, donc tous les métiers, que ce soit la prog, la communication, l'admin, la régie, la billetterie, la communication, etc. Tout ça, enfin, tous ces métiers sont censés être représentés dans des outils dédiés au sein de, justement, de ce logiciel. Et en fait, dans les données qui sont gérées, il y a beaucoup de découles d'automatisation. Donc, on va pouvoir générer des feuilles de route, des contrats de session, des contrats du staff, des bons de commande, des devis, des factures, etc. Et surtout, on va pouvoir renvoyer des informations sur des systèmes partenaires tels qu'on pourrait piloter la programmation d'un site internet ou de l'appli du festival. On peut générer des DPAE, on peut faire signer électroniquement des documents, on peut alimenter le logiciel de paye. Et donc, depuis, on va y revenir juste après, depuis quelque temps, on peut alimenter la programmation dans Fairly. Un des points importants aussi dans notre proposition, c'est que le système, bah, du coup, il agrège toutes les données de travail au cours de toute l'année, qui permet de faciliter de la rédaction des bilans en termes de fréquentation des publics, générer des documents d'aide à la diffusion du CNM et tout ce qui va être typologie d'action, nombre d'événements, public ciblé, répartition hommes-femmes autres, que ce soit sur les staffs ou les équipes programmées, etc. Donc en fait, il y a un grand volume de données et de périmètres concernés par l'outil qui donne tout son sens par rapport à un lien avec Fairly, chose qu'on va parler dans pas longtemps.
Oui, exactement, c'est ça. Qu'est-ce qui ferait l'intérêt technique et puis même philosophique, puisque on a quand même pas mis longtemps à faire tout ça pour lier les deux solutions. Et puis, qu'est-ce que tu verrais comme prochaines étapes pour aller encore plus loin dans le fait de pouvoir lier les deux outils? Tout à fait. En fait, les enjeux qui sont mis en avant par Fairly, ils nous tiennent à cœur toute l'équipe de Hits, mais surtout, on a beaucoup de retours de nos clients qui nous sollicitent régulièrement sur ces sujets. Et en fait, ce que j'aime bien dans Fairly, c'est que c'est comme Eats, c'est un outil d'équipe. Marion l'a bien dit. En fait, l'usage de Fairly, il est collectif dans l'équipe. Tout le monde est concerné en fait par des questionnaires, que ce soit des personnes internes ou des personnes en externe. Donc, c'est vraiment un outil transversal. Et nous aussi, donc, on s'est bien reconnu dans votre approche. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une approche rationnelle et transversale, c'est-à-dire que toute votre approche au lieu de quand on doit défendre, enfin quand nos clients doivent défendre leur positionnement en termes de RSE, CO2, etc. Jusqu'à présent, c'était des propres études en interne et tout ça. Et là, pour le coup, il y a un outil officiel, un référentiel commun et quelque chose de très rationnel qui part des métiers des gens qui se rationalise et qui donne une note qui va bien, quoi. Donc ça, c'est ce qui nous a beaucoup plu. Et en fait, on aurait voulu nous l'avoir dans Leeds, mais formidable, vous êtes arrivé. Et donc voilà pourquoi. Et on fait même le vœu, idéalement, que on puisse un jour retourner le sens de l'API, c'est-à-dire Tout, vous tout à renvoyer fait. des informations. Alors en fait, effectivement, je te coupe, mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que la suite logique technique, là pour le coup, parce que là, pour l'instant, Maxime nous l'a montré, on n'en voit que la programmation. En gros, la date, le nom de l'événement, et puis éventuellement bientôt une configuration. L'idée à terme, c'est d'aller, on espère beaucoup plus loin, puisque toutes les données RSE, en ce qui concerne les embauches des équipes, les équipes du type intermittent, donc occasionnelles, ou les équipes artistiques, ben, on a toutes les informations sociales et donc du coup on peut en faire des statistiques entre les salaires les plus hauts, les salaires les plus bas, les répartitions hommes-femmes autres, etc. Donc on a toutes les informations et ce qui est vrai sur la partie RSE, c'est vrai aussi sur la partie un petit peu CO2, sur tout ce qui va être les transports, les hébergements, enfin toutes les parties opérationnelles qui sont gérées dans IDS. Et que là, du coup, notre vœu le plus cher, c'est que de l'utilisation naturelle de l'outil puisse alimenter de manière aussi naturelle que possible, justement, les informations dans Fairly. Et effectivement, le top du top, c'est que lorsque on vous aura envoyé tout ça, que vous aurez mouliné tout ça de votre côté, eh bien, en retour, qu'on puisse afficher le score ou les scores, les indicateurs, directement dans les tableaux dans It's. On voudrait avoir ça. Extra, on va y travailler. Merci Fabrice. Astrid, il va nous rester allègrement 20 secondes pour se poser des questions. Donc n'hésitez pas à en glisser dans le chat si vous en avez déjà. Et de toute façon, on en vient à la conclusion pour nous. Je vous renvoie en tout cas au petit lien que j'ai glissé pour la connexion à Fairly si vous voulez vous loguer, tester un peu la formule. Il y a de toute façon un mois gratuit qui n'engage absolument à rien. Et puis finaliser le questionnaire, on vous renverra un petit mail de toute façon pour ça parce que ça va un peu vite, mais notamment comme il n'y a pas que It's dans la vie, et oui. Eh bien, ça nous intéresse grandement d'avoir vos usages. Il y a beaucoup de salles représentées typées SMAC, mais pas que. Donc, il y a plein de clients de Eats parmi vous, on le sait déjà. Mais savoir aussi vers où on se projette pour d'autres usages et pour d'autres facilitations technologiques comme celle-là. Maxime Laurie, si vous voulez conclure, et puis on a déjà une question sur la partie bilan carbone qui permet de faire un BEGES. On n'a pas précisé d'ailleurs que la certification en cours à la méthode ABC, qui est un point assez majeur pour nous. Oui, alors, est-ce que la partie bilan carbone permet de faire un BGES? Vous aurez pas en fait, le bilan carbone certifié nécessite tout de même, pour être validé, tamponné et faire foi, la présence d'une personne auditrice
derrière pour voilà, analyser les données et les valider et les tamponner définitivement. Donc, notre outil permet de le faire, mais suppose qu'il y ait donc un suivi avec une personne qui soit en mesure et habilitée à valider. Par contre, l'outil lui-même est pensé pour être conforme à la méthode bilan carbone. Euh, et voilà, on est en processus de certification de conformité à la méthode ABC. Et donc, en gros, il pourra aller jusque-là, même si donc, l'enjeu, on va dire, de Fairly c'est de proposer un outil qui permette une phase d'autodiagnostic un peu préliminaire ou un peu des débuts, on va dire, dans les questions de RSE, RSO, mais qui permettent d'aller jusqu'à un très grand niveau de précision par la suite. Mais ça va dépendre un petit peu de la personne derrière. Par contre, l'outil permet d'aller jusque-là. Merci. Et à ce moment-là, c'est un au revoir pour celles et ceux qui auraient à filer sur un autre rendez-vous à midi. On a été évidemment un peu trop optimiste sur notre timing. Et il y a quelques questions qui arrivent. Donc merci à vous qui avez pu suivre jusqu'ici. Et nous, on reste là autant que vous voulez pour les questions. Elias, j'espère qu'on a répondu à la question. Marine nous demande qui est propriétaire de la donnée collectée et qui peut l'utiliser. Alors, on est accompagné par un cabinet d'avocats depuis les débuts de ce projet qui nous a grandement rassurés sur l'aspect légal de ce traitement de données, puisque les données vous appartiennent en tant qu'opérateur. Elles restent évidemment à votre disposition. Et au-delà de ça, il n'y a jusqu'à aujourd'hui, dans le process de collecte de données de Fairly aucune donnée nominative. Donc, quand bien même on viendrait importer des données avec d'autres API, on a à chaque fois une vérification légale qui fait que, pour l'instant, et de toute façon, quand bien même on avancerait, ce qui est le cas avec des logiciels de billetterie, par exemple, eh bien, tant qu'on n'importe pas de données nominatives, on est tout à fait dans un cadre légal absolument respectueux de RGPD et toutes les législations en vigueur. Donc, là-dessus, a priori, pas d'inquiétude. Nathalie nous demande, on ne parle plus de confidentialité pour l'interrogation, ça n'est plus à la mode. Je crois que je vais devoir vous demander un peu de précision sur cette question dans la mesure à confidentialité. Si vous parlez du questionnaire, il est tout à fait confidentiel, du formulaire qu'on vous a glissé. Si vous parlez de données liées à Fairly, alors il y a toutes les données que vous voudrez bien y mettre. En cela, elles sont confidentielles au titre de ce que vous maîtrisez de vos données et de ce que vous conservez en interne comme information à partager avec vos équipes. Et encore une fois, il n'y a aucune espèce de contrainte à publier, à communiquer plus largement ces données. Donc, c'est chronologiquement un outil de gestion qui devient pour nous un outil très puissant de communication. Mais ça reste confidentiel tant que vous voulez conserver cela confidentiel. Pour la question suivante, il y avait une question de Camille Hersman. Dans la collecte de données pour les salles, Ouais. le fait de séparer privatisation et date de programmation en interne. Mhm. Alors, grâce à ce système en fait de preset ou de configuration que je vous montrais tout à l'heure, Ah ouais, vous allez pouvoir faire une séparation entre les deux. ok. Les deux vont se retrouver à l'heure actuelle dans votre bilan, euh, Mhm. mais en fait l'aiguillage est déjà possible. Donc en fait, vous pouvez dire, D'accord. vous pouvez signifier si c'est de la privatisation ou autre chose, etc. Mhm. Très flexible sur ça. Ok, ok, intéressant. Bah, merci beaucoup. Mais juste pour cette question, c'était aussi, ça demande du coup à envoyer un questionnaire externe à Mm. chaque location, puisque c'était un sujet qu'on avait déjà eu avec Maxime sur ça. Donc, c'est soit faire une configuration un peu généraliste qui Ouais. permet une fois de rentrer des données enfin, et faire la config, soit d'envoyer à chaque fois un questionnaire Mhm. qui demande quand même pas mal de temps aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Mais ça reste intéressant aussi, ouais. Ok, merci beaucoup. Alors, y a-t-il d'autres questions qu'on peut prendre directement si vous voulez prendre la parole ou dans le chat? Et merci à vous parce qu'il y a des merci et des bonnes journées qui arrivent. Et très bonne journée à vous aussi. Et on se laisse une minute. Et s'il n'y a pas de questions, il me reste à vous remercier encore et tout particulièrement Marion et Fabrice. Et puis,
Et puis, oui, je ne sais plus qui disait, je pense que je vous appellerai. Vous avez de quoi nous écrire, euh, nous appeler. On va vous envoyer un petit mail récap. Et je vois que, à part des merci beaucoup, il semble que tout aille bien sur les questions. Donc, on n'a pas dû oublier de sujets. Donc, ben, merci beaucoup à vous, surtout. Et à bientôt. N'hésitez pas si vous avez d'autres. Salut Marion. Très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde. Merci.